Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude. Il y a quelque temps, j'avais posté en story et sur YouTube un petit message pour recueillir vos questions en vue d'une vidéo FAQ, où en gros je répondrai à vos questions et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Oui, je sais pas encore exactement combien de temps la vidéo va durer, etc. C'est un exercice un peu différent pour moi. Où c'est presque pas écrit donc et pas monté et on va discuter le temps qu'il faudra sur des questions que vous avez autour de la création et tout ça. J'ai longtemps hésité avant de faire ce genre de vidéo parce que j'ai longtemps eu une résistance à ça. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que de parler de soi, de son travail, ça pouvait être perçu comme quelque chose de narcissique, etc. Et pourtant, moi, je regarde énormément d'interviews, de vidéos de créatrices qui parlent de leur travail, de leur manière de créer, etc. Et je trouve ça toujours intéressant, en fait. Et il y a toujours des choses à apprendre euh, parce qu'il y a tellement de manières différentes voilà, de travailler que bon, je me suis dit, je me suis lancé, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certains, certaines. Voilà. Alors déjà, première question qui pourrait faire office d'introduction. Euh, Qu'est-ce que créer pour toi? En gros, qu'est-ce qu'est la création pour toi? Alors c'est une question hyper vaste, hein, où on peut aller dans plein de directions différentes. Alors déjà, dans un premier temps, il faudrait peut-être dire qu'il existe autant de manières de créer et de vision de la création qu'il existe de créatrices. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi et c'est ce qui me semble important à moi. Pour moi, créer, c'est tenter de résoudre une sorte de mystère de l'univers par la beauté. C'est c'est croire au fond de soi, dur comme fer, que l'art, la beauté peut sauver le monde. En fait, il y a vraiment cette idée. Enfin, moi, j'ai une idée très, encore très romantique, presque, comment dire, enfin vraiment lyrique de l'art, de la beauté, etc. Donc, j'ai un peu cette idée très haute de la création. Mais c'est pas du tout mystique, hein. C'est juste, pour moi, si je n'ai pas en moi cette conviction, peut-être illusoire, de croire que la beauté peut changer le monde, euh, en fait, je ne saurais pas pourquoi j'aurais envie de créer. Aussi pour moi, enfin, vous allez sûrement le constater avec cette vidéo, cette forme de parole plus libre. La parole pour moi, c'est pas du tout évident. Alors ça peut être contradictoire par rapport à mes vidéos où justement j'utilise la parole énormément, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça à l'oral. C'est pour ça que enfin, toutes mes vidéos sont écrites et c'est une violence pour moi vraiment de prendre la parole. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Donc, comme parler pour moi est une violence, je me force quelque part à sortir de moi et donc à créer par la parole parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui me fait aller de l'avant, qui me fait grandir et aussi bah, pour moi créer c'est aussi aller contre soi quelque part, sortir de soi, aller contre ce qui nous conforte, se mettre en danger constamment et essayer de trouver un moyen d'expression autre que euh, comment dire, vu que la parole de base pour moi était difficile, était un peu inaccessible. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un d'assez mutique, voilà, je vivais dans ma tête, quoi. J'aurais pu vivre toute une vie enfermé dans une bulle de silence. Comme la parole pour moi était quelque chose d'assez lointain, euh, j'ai dû passer par d'autres moyens de création. Donc, que ce soit l'écriture,
la musique, la photo, le dessin, en tout cas, toutes sortes de créations, la communication étant difficile de base. Donc je crois que c'est un peu une béquille euh, existentielle et une béquille, comment dire, expressive, quoi. Le fait de créer au lieu de parler frontalement de moi, de mes émotions, de communiquer avec les autres. En tout cas, de trouver cette interface de communication entre moi et le monde. Et du coup, voilà, j'ai compris avec l'âge qu'exister, en tout cas, si on prend même la racine du mot exister, c'est sortir de soi. Ex, donc c'est en dehors, c'est l'extérieur. Exister, c'est s'extirper de soi quelque part. Donc quelque part pour moi, écrire, créer avec des images, de la musique, etc. euh, je le fais parce que je ne peux pas faire autrement en fait. C'est le moyen d'expression que j'ai pour faire passer ce que j'ai à dire. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'aurais à dire quelque chose sur le monde, sur moi, etc. Qu'ai-je de si important à dire? C'est une question qui me vient tout le temps quand je crée, parce que oui, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur, ce doute de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai de si important à dire? Est-ce que ça va réellement apporter quelque chose à déjà tout ce bruit ambiant d'internet, de discours, etc. Donc pour moi, c'est aussi trouver une parole juste, vraiment un équilibre entre une, une parole nécessaire, ouais, trouver une parole juste, trouver l'expression la plus essentielle possible. Donc le choix des mots est super important. Et voilà, de ne pas parler pour rien dire. En fait, il faut presque que ça devienne que cette envie de parole, de création, devienne si obsédante que je ne peux pas faire autrement. Créer, pour moi, c'est aussi essayer de trouver donc cette espèce de point de suture discret entre moi et le monde. Il y a une phrase de Stéphanie Vauvore dans son recueil Frénésie où elle dit c'est un outil de frustrer l'écriture. Ben, je le crois vraiment à cette phrase. Je pense que c'est il y a quelque chose. Enfin, on peut parler d'écriture, mais on peut extrapoler ça à la création générale. Et l'écriture quelque part, c'est toujours un aveu d'échec de la parole. Mais c'est un sublime échec. Ce retrait de soi qui tente, qui a cette ambition folle de refaire le monde par les mots. Je crois qu'il y a aussi, dans toute part de création, euh, ce désir d'être vu, d'être entendu, d'être remarqué, en tout cas d'exister euh, aux yeux des gens et du monde. Moi, la manière que j'ai trouvée pour prendre ma place actuellement, euh, voilà, c'est de proposer ces vidéos. C'est de proposer ces vidéos. Bon, je fais aussi d'autres choses hein, à côté. Je fais des films, des documentaires, des courts-métrages. J'écris de la poésie aussi. Que j'essaie de faire éditer. Et c'est pas facile, mais en tout cas, je me suis engagé dans cette voie il y a un moment déjà. Je galère hein, pour l'instant. Financièrement, c'est pas suffisant, mais en tout cas, j'estime que c'est un travail nécessaire. En tout cas, la création, déjà, c'est un travail sur soi, en soi, un travail qui n'attend aucun salaire. Pour l'instant, ce travail, c'est quelque chose hum, qui engage totalement l'esprit, le corps, l'âme. Voilà, la création, pour moi, c'est un travail total, quoi. Écrire, pour moi, ça a toujours été le moyen d'expression premier. En tout cas, j'ai l'impression que ma pensée, elle ne se dévoile, elle ne se développe qu'à l'écrit. Quelque part, ma parole étant lacunaire, euh, je n'arrive pas totalement à exprimer tout ce que je veux avec la parole,
ce n'est qu'à l'écrit qu'elle peut vraiment se, se dévoiler de la manière la plus précise possible. Ça cache aussi peut-être une peur du manque de contrôle, etc. Peut-être, hein. Parce qu'à l'écrit, je peux contrôler le rythme, l'intonation, enfin, je veux dire, le ton, le style, et je peux effacer, je peux raturer, je peux revenir sur ce que je dis, etc. Alors qu'à l'oral, il y a une certaine spontanéité. Si je dis des bêtises, là, sûrement que dans cette vidéo, je dirais des choses de travers et que je m'en voudrais, ou alors il y a des choses que j'aurais aimé avoir dit, que je n'ai pas dit, etc. Mais en tout cas, voilà, la parole a pour moi toujours été une forme de handicap euh, que j'essaie de pallier. Et donc, l'idée de ces vidéos, c'est aussi pour moi, quelque part, voilà, de créer, de proposer des questions philosophiques, une approche sensible des choses, intime, etc. Mais aussi de me confronter à la parole, parce que voilà, il y a de l'enregistrement audio. C'est d'ailleurs ce que je déteste le plus dans la partie création de, de ces vidéos, c'est-à-dire que ouais, c'est un enfer. À chaque fois, je galère à enregistrer ma voix, je refais de nombreuses fois, je bafouille, au bout d'un moment je suis épuisé. Euh, donc, mais c'est un exercice auquel je me frotte parce que ça me sort de moi, ça me fait avancer, ça me... Voilà. Et je progresse, j'ai l'impression de progresser là-dessus par rapport aux premières vidéos. Voilà ce que je pourrais dire déjà sur cette première question de qu'est-ce que c'est pour moi de créer. Alors, j'ai une question super intéressante là aussi. Comment procèdes-tu pour les raisonnements, les réflexions philosophiques et comment choisis-tu tes sujets? Alors, Alors, comment je choisis mes sujets? Je peux partir de là déjà. Quelque part, Alors, quand je crée, toujours une phase de flottement un peu où j'ai plusieurs thématiques qui m'intéressent, j'ai plusieurs questions qui me titillent. Et parmi tout ça, donc je pars un peu dans tous les sens, je lis, je regarde des films, je continue de... je pense qu'il faut toujours continuer de s'intéresser aux choses, d'être curieux, etc. Et c'est aussi comme ça que les idées me viennent. Mais donc, parmi tous ces sujets potentiels, toutes ces questions qui tournent autour de moi, il y en a une qui va devenir vraiment obsédante. Au point où, enfin vraiment, ça va, je ne vais penser plus que à ça H24. Donc ça va être en fait, il faut, pour que je puisse m'accorder le temps de travailler cette question en profondeur, il faut que cette question devienne obsédante, presque exaspérante, à tel point que je ne peux que euh, faire une vidéo dessus, presque pour me libérer de ça en fait. Donc souvent les sujets me viennent comme ça. Le choix des thématiques, ça peut partir de n'importe quoi, hein, comme je vous ai dit, d'un article que j'ai lu, d'un livre, d'un film, une parole de quelqu'un dans une interview, etc. Enfin, des questions de toutes sortes, quoi. Et ensuite, il faut forcément que cette question, que ce raisonnement philosophique, que cette grande question existentielle, elle passe par le prisme du personnel. Donc de mon ressenti émotionnel ou de mon vécu. En fait, il faut que ça me parle, quoi. Je pourrais pas faire une question, enfin, je pourrais pas faire une vidéo sur une question dont je me sens totalement étranger. Il y a une très belle, il y a une très belle formule de Deleuze qui parle de ça. En gros, il parle de la griffe de la nécessité. Euh, que les questions philosophiques, il faut qu'elles passent par la griffe de la nécessité, en gros par l'expérience personnelle, par la nécessité personnelle, pour pouvoir être comprise,
être creusée euh, de manière la plus authentique possible. Si cette question n'a pas été vécue dans son corps, dans sa chair, dans son esprit, voilà, si l'on n'a pas véritablement expérimenté ce vertige euh, philosophique, je pense qu'on ne peut pas vraiment en parler en fait. Enfin, ou alors ce sera que théorique, ce sera que voilà à partir de livres, etc. C'est possible, hein, mais je pense que ça touchera peut-être moins les gens, ou en tout cas, moi je sais que j'aurai moins de plaisir à faire ça, quoi. Donc il faut vraiment que cette question, elle devienne pour moi un véritable vertige existentiel. Donc voilà, j'ai des thèmes de prédilection, hein. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous allez voir que je parle beaucoup de mémoire, de nostalgie, du temps, de l'exil aussi, de l'identité, enfin de ce genre de choses. Donc j'ai quand même, enfin chacun, hein, chacun chacune a des thèmes de prédilection auxquels il se sent plus proche. Voilà. Et donc après, comment je procède pour les raisonnements philosophiques? Donc c'est un peu un double mouvement. C'est-à-dire que je vais être très curieux, je vais aller lire des ouvrages de philo dans un premier temps. Alors disons que dans un premier temps, j'ai d'abord cette question originelle, là, ce petit vertige, ce petit tremblement, ce petit battement de cœur qui va m'orienter vers une question, une thématique. Ensuite, je vais donc aller dévorer tout ce que je peux trouver là-dessus, parce que je pense que déjà dans un premier temps, il faut aussi savoir ce qui a déjà été dit sur ce sujet pour ne pas faire que de la répétition. Enfin, toujours ce rapport à la parole juste, c'est-à-dire, si, pour moi, si on prend la parole aujourd'hui, euh, il faut qu'elle ait un poids. C'est-à-dire que on baigne tellement dans une sorte de bruit ambiant des réseaux sociaux où tout le monde peut prendre la parole et c'est super, hein. C'est justement c'est libératoire, c'est démocratique, etc. Mais disons que il y a tellement de discursifs, il y a tellement de discours partout que je pense que c'est aussi intéressant de revenir à une sorte d'essentiel de la parole juste, etc. Et donc toujours dans ce souci de trouver une parole juste, il faut que j'aille voir déjà tout ce qui a été dit sur le sujet. Est-ce que vraiment ma parole va rajouter quelque chose d'intéressant, etc. Donc je vais aller bouffer tout ce que je peux là-dessus. Et ensuite, justement, pour que ça puisse devenir vraiment intéressant, je fais le mouvement inverse, où je vais me reconcentrer sur moi et je vais voir comment, dans ma vie, est-ce que j'ai expérimenté cette question philosophique. Ce thème, par exemple, la dernière fois, ma dernière vidéo, c'était accepter la fin des choses. Donc ce thème de la fin, ben, qu'est-ce que moi j'ai ressenti par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai vécu qui pourrait l'illustrer, etc. Donc ce sera toujours un peu ce double mouvement de d'aller vers les autres, donc les autres philosophes, comment dire, les autres créateurs, créatrices, etc. euh, qui ont parlé de ce sujet, et ensuite toujours presque de couper totalement, une fois que j'ai mangé tout ça, j'ai avalé toute cette nourriture philosophique, euh, de revenir à, ouais, à l'essentiel en fait, à mes émotions, à mes ressentis, à mes perceptions. Parce que je pense que voilà, encore une fois, partir de soi et de toujours nouer ce lien discret entre soi et le monde, euh, c'est ce qui fait que on va toucher les autres. Voilà. Alors, je vais prendre une autre question. Ta, 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 ta. Les livres qui t'ont le plus marqué. Alors, les livres qui t'ont le plus marqué. Déjà, je voudrais commencer par dire que j'ai appris à lire. Enfin, j'ai appris à lire. Non, j'ai commencé à lire
véritablement assez tard. Avant, je ne lisais pas du tout. Enfin, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, les livres, c'était pas vraiment ma passion, quoi. Et c'est à la fac, donc assez tard, quand j'ai repris les études à 25 ans, donc, hein. C'est vraiment vers cet âge-là que j'ai commencé à dévorer les livres. Parce que je pense que justement la philosophie, encore une fois, je ne l'avais pas expérimenté en moi, je n'avais pas de vécu de... Comment dire? Euh, j'avais besoin de vivre les choses avant de pouvoir les conceptualiser, je pense. Et c'est toujours un peu comme ça, hein. Et donc la philo m'intéressait peu. Pareil pour la littérature. En fait, il y a des livres qui nous touchent moins parce on n'a pas encore le socle euh, d'expériences vécues pour pouvoir les ressentir, pour pouvoir les comprendre. Et donc, j'ai commencé à lire véritablement de la littérature, de la philo, etc., à m'intéresser à tout ça très tard. Donc, autour de 23-25 ans, quoi. Donc, du coup, les livres qui m'ont véritablement marqué, ça va être pour moi l'occasion de parler de mon livre préféré. Le livre qui me touche le plus, qui me transporte à chaque fois dans une langue, dans une contrée imaginaire qui, qui m'ébranle totalement, c'est Le Chercheur d'or de Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est un roman qui se passe à l'île Maurice dans les années 1890, il me semble, 1850, je sais plus. Ouais, non, 1890. Et donc, forcément, vu que ça se passe à l'île Maurice, c'est quelque chose qui va me toucher personnellement. Le Clésio, c'est quelqu'un qui cherche toujours à résoudre une question très personnelle de l'exil et de l'origine. C'est-à-dire qu'ayant lui-même dans sa famille des origines mauriciennes, des origines bretonnes, en tout cas des gens de divers horizons, c'est quelque chose qui le questionne. Et cette question-là, elle m'a touché moi aussi, parce que l'exil, l'ori- euh, enfin, l'origine géographique, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, l'ayant vécu moi-même. Donc voilà, les livres qui m'ont marqué, mais c'est pas forcément des livres qui vont vous toucher peut-être, mais en tout cas, ce sont des livres voilà, qui m'ont vraiment transpercé, quoi. Euh, par leur style, par leur sujet, etc. Et la langue de Leclésio, c'est quelque chose qui me touche parce qu'il y a une simplicité de la langue, vraiment une sorte... En fait, il écrit comme si c'était un enfant presque qui parlait des choses, qui observait les choses. Il y a quelque chose de naïf, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire une forme de beauté naïve où il va questionner les choses, il va observer les choses de manière très pure. Le narrateur, c'est à la première personne, hein, donc ça aussi, ça me touche souvent, les narrateurs à la première personne, où on va entrer dans le, dans l'esprit d'un personnage directement, et le jeu, en fait, permet d'affirmer souvent euh, des sensations et des perceptions, et d'aller vraiment en profondeur dans la psyché de personnages, etc. Donc, Le Chercheur d'or de Leclésio. Ensuite, il y a eu ma rencontre avec Camus. Euh, donc L'étranger, d'abord. L'étranger, je l'avais lu quand j'étais au collège et enfin au lycée, je crois. Et j'étais forcément passé totalement à côté, quoi. À me dire, mais c'est quoi ce mec qui parle de choses totalement banales, à longueur de journée, qui ne ressent rien, etc. Et en fait, L'étranger, je l'ai relu donc à 25 ans. Et enfin vraiment, je trouvais que c'était un chef-d'œuvre absolu. C'est un chef-d'œuvre absolu parce que c'est Camus dans L'étranger, il n'écrit pas que des mots,
il écrit aussi des silences. Je trouve qu'il y a entre les lignes, entre les mots, euh, quelque chose d'extrêmement fort dans l'étranger. Vraiment, il y a un sous-texte à chaque fois. Il y a quelque chose d'un peu nébuleux, une sorte de mystère de, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut dire en fait, pourquoi il pense ça, Meursault, pourquoi il dit ça. Euh, Tout le long, en fait, il y a sous le livre, en fait, sous les phrases, il y a un fantôme, un autre livre qui est écrit. Et ça, pour moi, c'est du génie absolu. Et surtout, c'est le style de Camus. Euh, Percutant, incisif. Il y a quelque chose de très, presque de taillé comme un petit bijou, quoi. Chaque phrase, chaque formule euh, taille dans le réel quelque chose de vraiment, vraiment puissant, vraiment précis. Et c'est ça qui m'a vraiment touché dans l'étranger. Plus que le sujet, enfin voilà, le sujet est intéressant, hein, de, sur la peine de mort, sur l'univers carcéral, sur qu'est-ce qu'on peut ressentir face à la mort d'un être cher, comment dire, qu'est-ce que ça fait d'être un étranger au monde et à soi. Euh, Plus que tout ça, ouais, c'est vraiment le style, la langue de Camus qui m'a touché. En fait, je remarque que je suis vraiment touché par le style tout d'abord, je pense, des livres. Voilà. Après, ouais, je pourrais vous parler de tellement de livres différents. Là, j'ai découvert le travail de Natacha Apana, qui est une Mauricienne aussi d'origine. La mémoire délavée, qui est pour moi une sorte de récit des origines extrêmement touchant. Son dernier livre aussi, La nuit au cœur, qui est un chef-d'œuvre, hein, qui a été récompensé du prix Femina l'année dernière. Euh, Ensuite, il y a Roland Barthes, La chambre claire, pour la photo, le rapport à l'image, le rapport à ce qu'on ressent, etc. Enfin, je vais passer un peu vite, mais il y en a tellement des livres qui m'ont touché. Il y a aussi les écrits sur l'art de Baudelaire. Baudelaire, on connaît très bien son travail en poésie, mais on connaît assez peu son travail de critique d'art. Il écrivait souvent des, euh, des articles dans le journal, dans les revues, etc. De critique d'art, de salons artistiques, etc. de son époque. Et c'était un très fin analyste de l'art de son époque et de la modernité. D'ailleurs, il a théorisé la modernité. Il a, beau écrit, il a beaucoup écrit dessus. Et donc pour ce rapport voilà, à l'analyse, euh, à la création, au questionnement par rapport à la création, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Les écrits sur l'art de Baudelaire. Enfin bref, voilà, j'ai tout un tas de livres comme ça, qui sont un peu des livres qui ont forgé ma culture et mon regard surtout sur l'art, sur la création. Il y en a très certainement que j'oublie, hein. Il y a Proust aussi, il y a... euh, bon, je sais pas, le mythe de Sisyphe de Camus, bien sûr. Euh, enfin, enfin bref, il y en a tout plein d'autres qui m'ont véritablement touché, mais en tout cas, euh, voilà, quelques livres qui m'ont aidé à me construire, parce qu'ils m'ont véritablement transpercé. Ça va être le chaos cette vidéo parce que je pars un peu dans tous les sens, je crois. Enfin, je sais pas. J'essaie d'être structuré avec les questions, mais c'est un peu c'est la première fois que je fais ça, hein, donc soyez indulgents. Euh, mais en tout cas, dites-moi si ce format vous plaît, si vous aimeriez que je fasse un peu plus souvent ça. Moi, c'est quelque chose, je suis pas du tout à l'aise là-dessus, mais bon, si ça vous plaît, on pourra le refaire. Déjà là, je le fais pas face cam, hein, parce que c'est un enfer. Je pense que ça sera naze si je le fais face cam dès la première vidéo, parce que je suis vraiment pas rodé là-dessus. Mais à l'avenir, pourquoi pas, si je commence
à développer un peu plus mes skills de parole à l'oral, etc., d'improvisation, d'être moins dans l'écrit, et plus la spontanéité comme ça de la parole, peut-être que je pourrais le faire. Donc, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé quel conseil pour se lancer. Se lancer entre guillemets. En gros, dans la création de vidéos, hein, c'est ce que ça implique. Quel conseil je pourrais donner pour se lancer? Eh ben, je vais pas y aller par quatre chemins, de se lancer, tout simplement. Il faut y aller, faut sauter dans le vide, faut essayer, faut échouer, il faut tester, il faut faire en fait. Aller questionner ce qu'il y a de plus intime en soi pour le partager au monde, c'est le premier travail. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir peut-être toucher d'autres gens. Mais surtout aussi, en plus de faire, de regarder ce qui se fait, d'être attentif à ce qui se fait, euh, de piocher des choses qui vous plaisent chez les autres, mais aussi d'essayer comme ça de voir ce qui vous plaît pas et ce que vous feriez différemment. Donc voilà, lancez-vous, juste essayez. Moi vraiment, je savais, avant de faire la vidéo sur sur la contemplation, euh, je n'avais aucune idée de si ça allait marcher ou pas. Enfin vraiment, je le faisais comme si, euh, enfin vraiment comme si presque j'allais tirer ma révérence et je n'allais plus créer rien derrière. C'est presque la vidéo de la dernière chance. Et peut-être que ça s'est ressenti et que ça a touché les gens pour ça. Je ne sais pas, je saurais vraiment le dire. En tout cas, moi j'ai toujours ce truc en moi, lorsque je crée, lorsque j'écris, j'ai quelque chose de très crépusculaire. Euh, J'écris comme si j'allais mourir à chaque fin de phrase. Enfin vraiment, j'ai ce truc quoi. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, hein, mais j'ai ce truc en moi. Comme si chaque vidéo, c'est comme si c'était la dernière que j'allais faire. Donc, il faut que je le dise avant de disparaître, quoi. C'est quelque chose qui m'aide à être vraiment authentique, je pense, c'est d'écrire au plus proche de moi, quoi, au plus près de moi. En fait, il faut pas que ce soit le but que ça marche. Enfin, vraiment, il faut le faire d'abord, presque d'abord pour soi, pour se libérer de quelque chose, pour aller questionner quelque chose qu'on a en soi et de le façonner de la meilleure manière possible quand même pour pouvoir le partager ensuite. Donc ça part vraiment, partir vraiment de soi, de quelque chose d'intime. Ouais, et ensuite, bon, si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, tant pis, vous l'aurez au moins fait de la meilleure manière possible pour vous. Voilà. Alors, on m'a aussi demandé ce qui me motivait dans la création de mes vidéos. Euh, Déjà, je trouve que la forme vidéo se prêtait parfaitement à ce que je voulais faire. C'est-à-dire ce format relativement court, euh, comment dire, un peu une forme hybride comme ça, qui n'est ni du cinéma, ni de la philo, qui est un peu un mélange de montage, de poésie, d'essai, euh, avec des images, de la musique, du texte, etc. Je trouvais que c'était la forme la plus appropriée pour faire passer ces choses que j'avais à dire. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que j'aime bien ce côté artisanal de la vidéo. Euh, C'est-à-dire que voilà, j'ai une idée, je peux l'expérimenter, je peux la partager directement en un temps relativement court, à mon rythme en tout cas, euh, en gérant moi-même mon temps de production, le temps d'écriture, etc. Bon, ça demande quand même une certaine rigueur, une certaine organisation et tout, mais disons que je suis totalement libre sur ce que je crée. Et voilà, j'ai une idée, je la fais, et puis c'est tout, quoi. Je n'ai pas besoin de passer
par enfin voilà, des producteurs. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu audiovisuel, euh, parfois c'est des temps très longs, des procédures, enfin je veux dire des dossiers à monter, des choses comme ça. Là, je peux expérimenter directement dans une liberté totale et solitaire aussi. J'aime bien ce côté solitaire de pouvoir faire une œuvre, de créer quelque chose, un petit objet audiovisuel à partir de rien dans des temps relativement courts. Euh, et il y a aussi, je pense, en fait, j'aime bien le médium vidéo. Je trouve qu'il est. euh, je pense que sur YouTube, il y a moyen de faire des choses vachement novatrices. Euh, Justement, sortir un peu des codes. Et surtout, on a un retour direct des gens sur notre travail. Et ouais, j'aime bien ça. J'aime le fait qu'on puisse directement confronter son travail aux avis des gens, aux commentaires, bon, qui sont souvent quand même bienveillants, mais on apprend toujours et je trouve cet échange, ce partage intéressant. Et donc voilà. Pour tout ça, c'est un médium qui m'intéresse et, et c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure YouTube. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Je vais peut-être prendre une dernière question pour cette fois-ci. Et donc dernière question, et qui n'est pas des moindres parce que c'est une question assez vaste aussi. Euh, Comment habiter poétiquement le monde? Alors là, c'est quelque chose, c'est une question quand même là. On pourrait parler pendant des heures, hein, on pourrait faire une vidéo là-dessus, mais comment habiter poétiquement le monde? Je pense que habiter poétiquement le monde, c'est avant tout habiter le monde, c'est-à-dire l'investir de sa présence, de sa sensibilité, de ses perceptions, euh, et vivre chaque instant de manière pleine, en essayant de chercher la beauté de la vie, la beauté du monde, et d'essayer ensuite peut-être d'en témoigner. Et voilà, essayer de vivre et d'avoir cette tenue de regard, de langage, d'échange, de justesse par rapport à la vie. Euh, et habiter poétiquement le monde. C'est une formule hein, comment il s'appelle? C'est Hölderlin, je crois. Non, c'est ça? Le poète habiter poétiquement le monde face oui, enfin bref, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est une formule d'Hölderlin, il me semble. Euh, donc habiter poétiquement le monde, c'est peut-être de se frotter véritablement au monde. En fait, de se défaire de toutes ces armures-là, de l'éducation, de la société, de qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qu'on en pense, de à quoi bon, et tout ça, et de vraiment aller se frotter aux choses de la manière la plus nue possible. Toujours ce rapport à la nudité, à l'intime. Et je pense que ça vient surtout de ça, en fait. La poésie, avant même le verbe, avant même la parole, avant même une forme littéraire, c'est surtout ça, c'est surtout un certain regard, une certaine... J'aime pas le mot posture, parce que pour moi, posture, c'est quelque chose d'artificiel. Posture, ça sous-tend imposture aussi. Donc une certaine position, ouais, une certaine façon de se tenir dans ce monde, une sorte d'ivresse aussi. La poésie, elle a quelque chose d'une forme d'ivresse, une ivresse du monde, je dirais, de ressentir les choses à son point d'incandescence maximale. Enfin voilà, après c'est mon ressenti à moi, c'est mon point de vue à moi, hein, mais en tout cas oui, peut-être que habiter poétiquement le monde, c'est aussi euh, vivre de manière poétique. Et pour moi, c'est peut-être réenchanter son regard sur les petites choses du quotidien, sur le trivial, le banal, et porter une attention toujours renouvelée sur des choses que l'on ne regarde plus.
Là où maintenant, sur Internet, dans les médias, partout, euh, on ne cherche que le spectaculaire, l'insolite, le sidérant, euh, pour aspirer littéralement notre attention. Euh, donc, peut-être que retrouver ce rapport poétique aux choses, c'est aussi permettre une forme de décrochage du virtuel et s'ancrer dans la vie elle-même. La vie de tous les jours, comme dans la chanson de Jacques. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques, c'est un chanteur un peu perché, mais très poétique d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui me paraît absolument nécessaire de nos jours parce que ça nous reconnecte quelque part à notre humanité et ça nous permet peut-être d'apporter un peu de chaleur dans cette grisaille numérique contemporaine. Voilà. Je sais pas si cette réponse vous convient, mais en tout cas, c'est un sujet peut-être à développer dans de futures vidéos. Bon voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je sais pas, peut-être que je dis des banalités pour certains, certaines. Peut-être qu'il y aura quelque chose que vous retiendrez de tout ça. En tout cas, c'est ma manière de voir le monde, de voir la création. Encore une fois, c'est subjectif, hein, c'est ma manière à moi de voir les choses et peut-être que ça vous aura aidé sur certains points. Et sinon, tant pis, hein, de toute manière, euh, faire une vidéo, comme je l'avais déjà dit une fois, ce n'est pas forcément rentable. C'est-à-dire, il faut pas attendre non plus que la parole de quelqu'un vous offre tout comme ça sur un plateau. Peut-être que ça vous fera réfléchir, réagir, vous serez pas d'accord. Et j'en suis ravi aussi, parce que du coup, ça vous fera quand même agir, évoluer, penser à des choses peut-être. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je voulais faire ce format de vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, c'était chouette. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Merci.